Donc rebonjour à toutes, rebonjour à tous. On va parler de l'édition du génome et des nucléases aujourd'hui. Je vais commencer avec une citation tirée d'un ouvrage posthume de Stephen Hawking qui a été assemblé par sa famille et ses éditeurs. Une citation en deux phrases qui fait un peu le lien entre les deux problématiques qu'on va traiter aujourd'hui, même s'il y en a une sur laquelle je vais insister beaucoup plus lourdement. Citation qui dit donc « The concern is that AI would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans who are limited by slow biological evolution couldn't compete and would be superseded. » Alors évidemment, vous êtes bien conscient que ce n'est pas une préoccupation pour aujourd'hui, ni pour demain, probablement pas pour après-demain non plus. Si vous utilisez, comme disait Virginie, les services de NLP, le Natural Language Processing, ça ne marche pas vraiment. Vous leur dites CRISPR, ils écrivent Christopher ou Christmas en anglais. Donc Christopher, le petit ciseau du génome, ça ne marche pas vraiment. Cependant, la citation est intéressante parce qu'elle fait un lien et elle met en valeur un paradoxe. Le paradoxe, c'est que l'intelligence artificielle, d'un côté, c'est une information qui, à l'origine, est écrite par des êtres humains et qui va aller en s'autonomisant, avec beaucoup de guillemets. Le génome, c'est l'inverse. Le génome, c'est une information qui, de base, est autonome et qui va peu à peu rentrer dans le spectre des informations qui vont être modifiables par l'être humain, soit d'abord en ajoutant du matériel, soit en inactivant l'expression de ce matériel, soit on parle de hacking, mais en réécrivant partiellement des séquences au sein de ce matériel génétique. Dans les deux cas, ce qui est intéressant dans l'intervention, c'est l'aspect de la rétroaction. En théorie de l'information, on appelle ça le feedback. C'est la capacité du code source à se modifier lui-même, à s'adapter. L'autre point commun, c'est que dans les deux cas, ce type de modification de recombinaison de l'information, il est observable empiriquement, mais il reste théoriquement partiellement inexpliqué. Là, vous avez la fraise bleue. Une petite animation du magazine Wired, ça c'est CRISPR. Et donc la montée en puissance, je vais l'arrêter sur CRISPR, la montée en puissance de ce phénomène, le fait que l'information se recombine en suivant des agencements qui étaient jusqu'ici inexplorés, va venir poser un enjeu à nos modèles institutionnels et politiques. Pourquoi ? Tout ce qui se passe dans la science et tout ce qui se passe dans la société ne vient pas remettre en question nos modèles institutionnels, heureusement, parce que sinon ils auraient du mal, déjà que tout ne se passe pas bien au quotidien. Eh bien parce que, justement, les puissances publiques, les États, sont eux-mêmes faits prioritairement d'informations. Ce qui fait un État, ce qui fait la puissance publique, ce qui fait le pouvoir souverain, c'est une capacité à nomenclaturer, à classifier, à faire des séparations, des divisions, des structures, à classer les objets par propriété, et aussi à quantifier, c'est-à-dire à organiser les flux et à allouer les ressources, ou les stocks, comme vous voulez. Or, ces structures de puissance publique, ignorent par défaut le type de complexité qui inclut une information autonome. Ils ne sont pas capables de le gérer. Les États-nations qui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale ont réussi à relever plein de défis. Ils ont notamment réussi à séparer les droits de façon assez nouvelle par rapport à la période précédente, ce qui a permis d'accorder de nouveaux droits fondamentaux. Là, je vous renvoie vers vos cours de droit public. Et ce faisant, ils ont réussi à limiter la violence, ou à réorganiser la violence de façon à ce qu'elle ne se réindustrialise pas comme elle a pu le faire, justement, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec plus ou moins de succès, et pas toujours à l'intérieur de toutes les frontières. Cependant, ces États se sont aussi heurtés à leur propre incapacité à faire face à des mécanismes globaux, notamment la financiarisation de l'économie, et plus largement les enjeux que pose la création de richesses qui s'accompagne manifestement toujours une croissance des inégalités, ou alors les externalités du fait de la croissance industrielle et du drain que ça pose sur la biosphère, sur la capacité de la planète à accueillir la vie. Et il se trouve, donc ça c'est déjà des enjeux qui sont de niveau croissant, et on peut faire l'hypothèse qu'il y a un troisième niveau d'enjeu, qui est peut-être encore plus important, qui est la relation à l'autonomie-dépendance d'une information qui justement est capable de se recombiner elle-même. Donc pour la résoudre, cette question, on peut déjà aller voir du côté... Ils font pas
Ils n'ont pas l'air très avenants sur ces photos. Du côté des philosophes qui sont allés penser le lien entre la vie, le vivant, et l'État, le pouvoir souverain. En l'occurrence, vous avez reconnu à gauche Michel Foucault, qui va parler de biopolitique. Il n'invente pas le concept, mais il le remet au goût du jour et il le standardise, il le normalise. Et il en fait une technologie de gouvernement. Cette technologie de gouvernement, je vous lis la citation, mais ne la prenez pas en entier. C'est une grande technologie à double face, anatomique et biologique, individualisante et spécifiante, tournée vers les performances du corps et regardant vers les processus de la vie. Caractérise un pouvoir dont la plus haute fonction, désormais, n'est peut-être plus de tuer, mais d'investir la vie de part en part. Donc ça, c'est un 76, hein, c'est la volonté de savoir. Il poursuit, et celle-là, vous la connaissez probablement, la vieille puissance de la mort où se symbolisait le pouvoir souverain est maintenant recouverte soigneusement par l'administration des corps et la gestion calculatrice de la vie. La biopolitique, c'est ça, c'est la gestion calculatrice de la vie. Alors, il se trouve que, comme souvent chez Michel Foucault, comme un peu pour la gouvernementalité, je suppose que vous connaissez aussi, c'est abordé par petites touches, c'est pas souvent un substantif, c'est souvent un adjectif, donc on ne sait pas trop ce que ça recouvre, etc. Ça va être repris par un autre philosophe, qui lui est toujours vivant aujourd'hui, que vous voyez à droite, qui s'appelle Giorgio Agamben, qui est un philosophe contemporain italien, et qui lui va être beaucoup plus radical dans sa conception de la biopolitique. Il va faire dans la manipulation du vivant humain la source du pouvoir souverain. Il va affirmer dans son œuvre Homo Sacer, donc publiée d'abord en 1997, mais qui poursuit jusqu'en 2015 avec des milliers et des milliers de pages, la production d'un corps biopolitique est l'acte original du pouvoir souverain. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez Hobbes, Locke et Rousseau. L'intérêt de la communauté politique, c'est de réorganiser la violence afin que vous, l'individu qui participe à cette communauté, ne risquez plus votre vie. C'est pour éviter la guerre de chacun contre tous ou de tous contre tous. Bon. Or, pour Agamben, en réalité, ce qui fait le pouvoir souverain, c'est la capacité à concevoir une inclusion-exclusion. Ou l'inverse, ça marche dans les deux sens. Donc c'est ça la clé. C'est l'idée que le pouvoir souverain, il est souverain parce qu'à un moment, il peut vous désigner, vous exclure du champ des individus qui ont des droits fondamentaux, donc qui ont le droit de ne pas être soumis à la violence de l'État, et pour autant vous faire un sujet de droit dans la mesure où il peut donner l'ordre de faire violence contre vous. On va y revenir. Mais c'est ce sur quoi on va baser le raisonnement aujourd'hui. Et donc, les enjeux soulevés, tels que je vous les présente maintenant, ne devraient pas poser problème. En effet, si on considère que l'État, c'est quelque chose qui est conçu pour gérer l'intersection du vivant et de l'information, a priori, l'intelligence artificielle ou l'édition du génome, l'un comme l'autre, et les deux ensemble, devraient s'insérer naturellement dans la panoplie des capacités de l'État. Or, force est de reconnaître que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Et là, on peut se tourner vers les théoriciens de la vitesse, notamment Paul Virilio, qui écrit en 2005, donc ça date un peu. Paul Virilio, qui est mort récemment d'ailleurs. La vitesse est responsable du développement exponentiel des accidents écologiques. Et un peu plus loin dans le même paragraphe, il dit « N'oublions pas que c'est l'usage intensif de l'ordinateur qui a favorisé le décodage de la carte du génome humain. » Par là, il entend le projet de séquençage du génome humain qui s'est terminé vers 2003, même si évidemment tout n'a pas été séquencé, mais peu importe. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'idée que l'intelligence artificielle, l'édition du génome, l'intersection entre les deux sont des technologies qui s'auto-nourrissent et donc qui évoluent de plus en plus rapidement, qui communiquent l'une avec l'autre, enfin surtout dans le sens IA vers l'édition du génome pour l'instant, et donc qui vont toujours plus loin, qui évoluent toujours plus vite. Et donc l'État, lui, n'arrive pas à se recomposer suffisamment rapidement pour l'ajouter à la panoplie de sa compétence. L'État a la compétence de sa compétence, mais il a aussi un spectre de compétences avec des outils sur ce sur quoi il peut attaquer ou pas, ce qu'il peut gérer ou pas. Ce qui nous amène à la problématique d'aujourd'hui. Quelle technologie de gouvernement pour l'âge des nucléases? Alors moi, je suis d'avis de traiter les sujets originaux de façon classique et les sujets classiques de façon originale. Donc vous avez un plan en deux parties et deux sous-parties. Jusque-là, la déstabilisation n'est pas complète. En première partie, l'édition du génome. Vous aurez les slides après, hein, donc essayez d'écouter. Vous aurez les slides avec le plan à la suite. L'édition du génome est une technique prométhéenne qui incarne le processus par lequel la science crée de nouveaux pouvoirs. En grand A, ça va surtout être des définitions sur ce qu'est l'ADN et ce que sont les nucléases, parce que je pense que ça peut vous être utile.
Et en B, on ira voir, justement, on approfondira cette question chez Agamben et chez d'autres, de ce qui fait vraiment en quoi c'est une modulation, la capacité à intervenir sur l'ADN est une modulation du pouvoir souverain. Et en grand 2, les nucléases potentialisent fortement le génie génétique, alors que la plupart des États peinent à prendre à bras le corps la question du vivant en politique. Donc on ira voir ce qui se fait aujourd'hui, notamment avec CRISPR-Cas9, pour que vous ayez une idée du potentiel de la technique, vraiment les mains dans le cambouis. Puis en B, nous verrons comment les États, justement, n'arrivent pas à gérer déjà les produits de la technique, alors qu'elle est très récente. Donc, un petit passage pour l'ADN, niveau brevet des collèges. Rapidement, en haut à gauche, vous voyez tous, oui, c'est visible, donc vous voyez ma souris. On commence en haut à gauche, vous avez l'ADN. En bleu clair, c'est le squelette sucre-phosphate. Et en petite couleur, vous avez les différentes bases azotées. Vous voyez qu'elles se complètent 2 à 2. Là, c'est rond, là, c'est rond, là, c'est en pointe, là, c'est en pointe. Donc l'adénine avec la thymine, la guanine avec la cytosine. Donc l'idée, c'est que vous avez ces deux brins qui sont parallèles. En fait, ils sont antiparallèles, ils ont un sens. Il y en a un qui monte, l'autre qui descend. C'est conventionnel, évidemment. Qui vont dans le sens 3', 5' ou 3', 5' dans l'autre sens. Donc ça, en fait, bleu clair et base, vous l'avez plus bas ici. Donc si on descend ici, vous avez le squelette sucre-phosphate. Donc la partie bleu clair ici, elle est ici. Vous avez le phosphate ici, le sucre ici, et qui est lié, qui tient à la base azotée. C'est important parce que justement, les nucléases, leur capacité, c'est de remettre en question cette structure. Et donc là, typiquement, je crois que c'est la guanine. Vous avez 3 liaisons. Et donc, ce qui vous permet de monter plus haut et de voir comment ça se passe juste au-dessus. Donc là, vous avez cette partie-là, phosphate, sucre, c'est le squelette. C'est toujours la partie en bleu clair qui est ici. Pareil, vous l'avez ici. Donc, phosphate, sucre et sucre, phosphate. Et là, vous voyez que ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, ça va se lier au sucre et là, ça va se lier au phosphate. Donc, le côté 5', c'est le côté phosphate et le côté 3', c'est le côté sucre. Et pourquoi elles ne peuvent se lier que thymine, donc AT ou GC, et pas typiquement cytosine, thymine, c'est parce que la thymine et l'adénine, elles font seulement 2 liaisons hydrogènes, alors que la guanine et la cytosine, elles en font 3. Du coup, c'est pour ça qu'elles vont toujours ensemble. Donc jusque-là, vous l'avez vu en biologie, petit rappel, ça, vous connaissez relativement bien. Alors là, ça va être un tout petit peu plus sioux. D'abord, la vidéo va charger, je pense. Qu'est-ce que l'édition du génome? Qu'est-ce qu'on entend par édition du génome? L'édition du génome, ça veut dire, ça a 2 composantes en réalité. C'est à la fois la capacité à couper l'ADN et la capacité à provoquer une reconstruction. Et donc, ce qui permet de couper l'ADN, c'est la nucléase. Une nucléase, comme son nom, même plus précisément une endonucléase, ça fait exactement ce que le nom indique. Donc la racine du mot, c'est nucle, c'est le noyau, donc ça va couper l'acide nucléique. En l'occurrence, l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Le suffixe ase, c'est une enzyme, donc ça va dégrader une protéine. En l'occurrence, ça va dégrader la protéine, ça va couper la protéine qui est d'ADN. Et le préfixe endogène, vous connaissez, c'est à l'intérieur de la séquence. Alors, là, sur cette petite vidéo, vous avez justement la plus célèbre et la plus efficace peut-être des nucléases, CRISPR-Cas9. Donc, sur tout ce qui est tout l'assemblage bleu que vous voyez ici, c'est la nucléase. Le brun que vous voyez là, c'est le guide ARN qui va venir guider vers la séquence d'ADN que vous allez cibler. Et le reste, qui est à l'intérieur de la nucléase, c'est l'échafaudage qui va venir maintenir les deux ensemble. Donc là, il se met à clignoter. Il n'a pas l'air d'avoir envie de très charger. Vous êtes tous sur Internet, c'est pour ça. Hein, c'est pour ça que ça ne charge pas. Bref, c'est pas grave. Donc ce qui est important de voir, c'est que comment ça fonctionne. Vous avez ce brin d'ADN qui va essayer de se mettre en complémentarité avec la longue séquence, le brin d'ADN que vous allez essayer de couper. Si la complémentarité se fait, si le brin d'ADN, le brin d'ARN qui guide la nucléase, qui guide CRISPR, va se met en complémentarité avec l'ADN que vous ciblez, à ce moment-là, elle va cliver, elle va couper les 2 brins d'ADN. D'accord ? Une fois que la coupure a eu lieu, la cellule
les cellules qui ont des noyaux, qui sont typiquement dans des grands mammifères comme nous, en tout cas, vont essayer de deux façons différentes de réparer l'ADN, de rejoindre l'ADN. Il y a deux grandes façons de réparer l'ADN, soit en faisant des jointures homologues, soit en faisant des jointures non homologues. La jointure non homologue, c'est simplement essayer de recoller les morceaux. Ce faisant, si elle recolle les deux morceaux, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, évidemment, CRISPR va revenir, parce que ça tourne en boucle, et va venir la redécouper. Et ça va continuer jusqu'à ce que le mécanisme de reconstruction fasse une erreur. Et c'est ça l'intérêt de ce type de reconstruction, donc on appelle NHEJ, donc pour recombinaison non homologue, c'est de faire des erreurs. Parce que quand vous faites des erreurs, vous induisez ce qu'on appelle par définition une mutation, et si vous mutez un endroit précis du gène, typiquement la partie du gène, le promoteur du gène, la partie qui va faire que le gène est exprimé, eh bien vous empêchez que ce gène soit exprimé. Et donc si c'est un mauvais gène, si c'est un gène pathogène qui fait une protéine qui est toxique pour votre organisme, ça vous permet d'inactiver ce gène, ou en tout cas ça permet d'inactiver ce variant, avec l'espoir qu'il y ait un autre variant qui prenne la relève. Bon. L'autre façon possible d'utiliser de recombiner l'ADN, c'est la jointure homologue. C'est celle qui nous intéresse le plus avec CRISPR. C'est la capacité à reconstruire le brin d'ADN qui a été coupé à partir d'un modèle. Et ce modèle peut être soit un brin d'ARN ou d'ADN que vous avez amené artificiellement avec, donc vous allez amener un nouveau gène, et c'est vraiment l'édition du génome, c'est la réécriture de la séquence d'ADN. Et en fait, ce n'est pas nous qui réécrivons, c'est la cellule qui... on utilise un mécanisme à l'intérieur de la cellule qui va réécrire en se servant d'un modèle. En théorie, le modèle, ça va être l'allèle homologue, donc ça va être l'autre allèle, l'autre variant, l'autre version du gène que vous avez. Mais vous pouvez aussi amener un modèle et dans l'espoir qu'il utilise ce modèle, ça ne marche pas toujours. Donc là, ça va peut-être marcher. Donc vous voyez illuminer le petit guide ARN. Là, c'est la petite nucléase, petit CRISPR qu'on va mettre dans le noyau. Bon, allez, hop, il n'a pas envie de loader, c'est pas grave. On va continuer. Et donc, tout cela nous intéresse. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention dans l'humain. Les nucléases peuvent être utilisées dans l'humain sur 3 grands niveaux, soit ex vivo, soit in vivo, soit in vitro. Ex vivo, ça veut dire qu'on va vous prendre vos cellules, on va les modifier et on va les réinjecter. À quoi ça sert ? Ça peut servir notamment si vous avez des cancers, que vous avez fait des radiothérapies, des chimiothérapies, il est possible que vous n'ayez plus vraiment de système immunitaire. Dans ce cas, ce qui serait possible de faire avec des nucléases, c'est de prendre des lymphocytes chez un donneur, de les universaliser, de les modifier pour les rendre particulièrement agressifs vis-à-vis de votre tumeur ou de l'affection que vous avez. Et comme ça vous permet de vaincre ce qui reste de votre affection et de vous permettre de reconstituer un système immunitaire. Le in vivo, par définition, c'est de la thérapie génique. C'est de la thérapie génique un peu plus avancée que ce qu'il y avait avant. Plutôt que de simplement essayer d'envoyer plein de virus adéno ou adéno-associés d'adénovirus et d'espérer que des brins d'ADN s'insèrent un peu au petit bonheur la chance dans votre corpus génétique, on va les couper et on va espérer soit d'inactiver le gène, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit de forcer la reconstruction pour que ça synthétise non plus la mauvaise protéine, mais la bonne protéine. Ou plus du tout de la mauvaise protéine. In vitro, et on en parlera encore un peu plus tard, c'est l'idée de modifier des cellules germinales, donc soit des gamètes, ovocytes, spermatozoïdes, soit des embryons, donc les cellules qui sont issues de la rencontre, de la fécondation des deux gamètes, et éventuellement la réimplantation, comme cela a été fait, mais on va en reparler. On passe au grand B, la technique à la science, biosphère et biopouvoir. Alors là, j'avais une petite vidéo aussi à vous montrer, mais forcément, si on n'a pas Internet, c'est un peu la tristesse. Donc, de l'anthropocène au nucléase, du géologique au biologique. Comme pour l'IA, comme pour l'anthropocène, le changement vient du laboratoire.
L'Anthropocène, pour vous le remettre un peu rapidement en tête, c'est une expression qui a une petite vingtaine d'années, qui a été qualifiée de virus sémantique par Peter Sloterdijk, qui est venu donner une conférence à Sciences Po il y a quelques années sur l'invitation de Bruno Latour, et qui a réussi à contaminer la sphère politique. C'est un virus sémantique, c'est un syntagme qui a réussi à mettre l'humanité en accusation pour sa responsabilité, on revient à ce qu'on a dit un peu plus tôt avec Virginie, pour sa responsabilité dans la dégradation de la planète au niveau géologique et des impacts biologiques que cela pouvait avoir. C'est un syntagme qui a marché parce qu'on en trouve des échos très anciens. Si vous lisez le premier livre du Capital de Karl Marx, vous avez cette citation, que là encore j'emprunte à Peter Sloterdijk. Le travail est d'abord un procès qui se passe entre l'homme et la nature, un procès dans lequel l'homme règle et contrôle son métabolisme avec la nature par sa propre action. Alors déjà, il y a une dualité nature-culture qui est plus vraiment valable aujourd'hui, mais il y a déjà l'idée de métabolisme, donc d'accorder des métabolismes. Et cette idée de métabolisme se rattache au vivant. Et c'est là que ça peut être intéressant de changer de rupture. C'est-à-dire que l'Anthropocène, qu'on peut démarrer au milieu du XVIIIe siècle, au moment où il y a la machine à vapeur, au moment où on commence à fertiliser les champs avec de l'ammoniac, manie des ordres de grandeur qui sont géologiques. Aujourd'hui, il se trouve que potentiellement, la grande rupture... Ah, ben voilà, on a Bruno Latour qui est là. Potentiellement, la plus grande rupture qui nous arrive aujourd'hui, c'est peut-être celle de l'âge de nucléase. C'est l'idée que c'est le biologique, c'est l'intervention sur le biologique qui va laisser les traces les plus importantes dans notre avenir proche. Et ce qui nous amène donc à créer une nouvelle modulation dans l'essence du pouvoir souverain. Alors là, vous avez un camp qui est le camp d'Auschwitz, c'est le plan de 1942. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que c'était la première de couverture, c'était la couverture du livre d'Homo Sacer, la première édition, par Agamben. Pourquoi? Parce que Agamben fonde son idée du pouvoir souverain et du biopolitique sur une dichotomie qu'il emprunte à Aristote. Donc c'est vraiment en philosophie première, c'est pas du tout une théorie politique comme la théorie de Marx qui permet d'avoir des agencements pratiques pour organiser la société. C'est vraiment philosophique au sens le plus, entre guillemets, le plus haut, le plus premier du terme. Donc vous allez avoir une vie selon une grande dichotomie, la zoé. Donc la zoé, c'est la vie animale, qui a priori est impolitique, donc c'est vos processus biologiques. Mais bon, bref, là encore, c'est vraiment très très théorique, c'est pas du tout militant ni dans un débat politique. Et l'autre, c'est la bios. Et la bios, c'est la vie politique. Et donc la vie que vous avez en tant qu'individu dans la cité. Et donc pour Agamben, ce qui fait le pouvoir souverain, c'est la capacité à prendre un individu, une bios, et de la faire régresser vers la zoé. C'est-à-dire, par ce processus, encore une fois, d'inclusion-exclusion, de l'exclure des bios qui ont des droits fondamentaux, donc le droit de ne pas être exécuté, en gros, par l'État, et de la faire revenir vers la zoé, parce que toujours sujette à la politique et aux décisions qui peuvent être d'exécuter, justement, cette vie nue. Et donc c'est ça la vie nue. Sa grande expression, c'est la vie nue. C'est le fait d'être une bios qui n'a plus de droits fondamentaux, mais qui peut toujours être sujette aux décisions du judiciaire, de l'exécutif, et qui peuvent mettre fin à la vie. Et pour lui, la plus brillante, la plus éclatante preuve de ce mécanisme, c'est la façon dont les États modernes font des camps. D'où le camp d'Auschwitz, et d'où aussi le succès d'Homo Sacer, qui a été publié avant la guerre en Irak, et donc avant Guantanamo. Guantanamo, ça marche bien, si on utilise ce prisme d'analyse, parce que c'est un camp, et ça résout le problème des Américains d'avoir une population qui veulent pouvoir un peu torturer à souhait, avec des ordres qui sont donnés par l'administration, mais sans que les personnes qui sont visées par ces ordres disposent de droits. D'où la question territoriale, d'où la question du camp.
Alors après, on peut dévoyer le concept et dire qu'un peu tout est un camp. Typiquement, vous arrivez à l'aéroport, vous n'avez pas de visa, on vous met dans une espèce de cellule, et donc vous n'êtes pas vraiment sur le territoire, mais vous n'êtes pas vraiment sur votre territoire d'origine non plus. Et donc là, est-ce que vous n'êtes pas un peu dans un camp? Est-ce que vous n'êtes pas un peu une vie nue? Donc là, on ne va pas aller jusque-là, mais voilà, cette idée de vie nue, elle repose là-dessus. Quand on ajoute les nucléases, ça se complexifie. Parce que les nucléases viennent s'insérer dans ce champ conceptuel en ajoutant un moyen d'intervention de la bios sur la zoé. Parce qu'on peut soutenir l'argument que justement l'ADN, qui est la séquence fondamentale qui unifie le vivant, l'ADN ou l'ARN, c'est selon, si elle devient modifiable volontairement suite à une organisation politique, à ce moment-là, le pouvoir souverain, qui se fonde dans la capacité justement de faire régresser la bios vers la zoé, a un nouveau levier d'action pour établir son pouvoir. Et donc la norme, au sens de la structure qui permet l'organisation de l'humanité, va venir articuler la violence, donc la capacité d'intervention de la communauté sur la structure d'organisation du vivant lui-même, à un niveau qui était jusqu'ici inconnu. D'où cette idée de nouvelle modulation du biopouvoir, la prise en main de l'humanité d'un des paramètres de l'humanité, du vivant, ce qui pose la question à la fin, et on en revient toujours là, de l'organisation de l'émergence d'une humanité augmentée. Ce qui nous amène à la deuxième partie, à savoir les nucléases potentialisent fortement le génie génétique, alors que la plupart des États ont beaucoup de mal. Là, vous avez Joe Zasina qui s'injecte du CRISPR dans l'espoir de mieux réguler sa myostatine et d'avoir des plus gros avant-bras sans avoir à faire de sport, qui était d'ailleurs à Paris la semaine dernière, très sympathique. Donc, les États peinent à prendre à bras le corps la question du vivant politique. Alors, deux propos liminaires. Premier propos liminaire, qu'est-ce que CRISPR aujourd'hui en termes laboratoires? Là, on va aller voir sur une carte l'étendue des recherches. Alors, ça doit être celui-là. Donc là, vous avez sur la carte, en gros, je vais recharger. L'intégralité des centres de recherche qui ont publié des papiers dont l'abstract contient à la fois le mot CRISPR et le mot humain. Donc ça peut être des cellules humaines qui sont juste cultivées dans une boîte de pétri, ce n'est pas forcément sur des êtres humains. Mais on voit quand même globalement que déjà les grandes zones qui travaillent dessus, c'est la Chine, l'Asie, un peu le Japon, pas mal la Chine, les États-Unis et l'Europe. Et qu'en Europe, c'est quand même principalement, c'est un peu la France, c'est pas mal le Royaume-Uni, pas mal Paris, un peu, beaucoup l'Allemagne, pas mal l'Italie, mais que surtout, si on regarde les collaborations, donc les traits rouges, c'est les collaborations entre affiliations pour écrire des papiers de recherche, c'est beaucoup à l'intérieur de chaque pays et entre l'Asie et les États-Unis. D'accord? Et que surtout, en Chine, alors en particulier à Pékin évidemment, on publie énormément sur CRISPR et les êtres humains. Ça fait quand même beaucoup de papier. Hein. La technique, elle existe depuis 2012. Je ne vais pas tous vous les faire. Bref. Deuxième propos liminaire, dans notre culture occidentale, la possibilité du post-humain, du transhumanisme, est assez solidement implantée. D'une part, au début du XXe siècle, vous aviez toutes les thèses eugénistes qui ont été écrites et reformulées, explorées. On peut citer les frères Haldane, H-A-L-D-A-N-E, et leur ami Julian Huxley. Donc Huxley, Julian, c'est le frère de Aldous qui a écrit Le meilleur des mondes, et qui vont explorer de façon plus ou moins prospective, on parle aussi d'ectogénèse,
la question de l'augmentation génétique des traits humains, sachant que l'ADN n'a pas encore été découvert en tant que tel à l'époque. Au tournant du XXIe siècle, à cause des projets, d'une part, de l'émergence de la bioinformatique, d'autre part, du projet du séquençage du génome humain, il va y avoir d'autres œuvres qui vont être publiées, notamment par Jürgen Habermas, L'avenir de la nature humaine vers un eugénisme libéral, publié en 2001, et le livre de Francis Fukuyama, Notre futur post-humain, conséquence de la révolution biotechnologique. Donc il y a déjà un imaginaire politique, philosophico-politique qui est solidement ancré, et jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, l'ancrage dans le réel était quand même bien moindre. Il se trouve que ça va être un peu remis en question avec l'émergence de CRISPR en 2012 et les études qui vont suivre. Sachant, je vais faire un tout petit point nucléase, CRISPR n'est pas du tout la seule nucléase. À la base, les premières nucléases, dans les années 80-90, c'était les méganucléases, qui étaient très difficiles à manier. Ensuite sont venus, à la fin des années 90, début des années 2000, les doigts de zinc, les zinc fingers, qui sont poussés par l'entreprise américaine Sangamo et qui viennent des œufs de grenouille. C'était justement un doctorant qui faisait sa thèse sur des œufs de grenouille et qui a découvert les doigts de zinc. Puis viennent les thalènes, les nucléases TAL, qui sont poussés par une entreprise française qui s'appelle Selectis, qui est dirigée par André Choulika et qui venait d'une bactérie ou d'un virus qui devait inactiver des parties du génome des plantes pour les contaminer. Et donc CRISPR, qui est un système immunitaire bactérien, a été découvert en tant que potentialisé. Les premières observations datent de 87, mais la vraie potentialisation comme nucléase utilisable dans tout le vivant, c'est 2012-2013. Donc un peu en même temps que la potentialisation de l'intelligence artificielle. Vraiment le parallèle temporel et le chemin en dehors à partir des observations empiriques à un outil utilisable, notamment en laboratoire, puis en dehors du laboratoire, le chemin est vraiment comparable. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec les zygotes triploïdes du Guangdong ? En 2015, donc le 18 avril 2015, un article sur des zygotes tripronucléaires ou triploïdes. Donc vous savez, les gamètes, c'est des cellules qui n'ont qu'un seul jeu de chromosomes, elles sont haploïdes. Les cellules somatiques, les cellules du corps, elles ont 2 jeux de chromosomes, elles sont diploïdes. Et qu'est-ce qu'un zygote triploïde ? C'est un ovocyte dans lequel on a mis 2 spermatozoïdes pour être certain qu'ils ne soient jamais viables. C'est une façon, c'est finalement un argument politique pour dire on fait cette étude sur du matériel humain, mais en prenant bien soin, en ne laissant aucune ambiguïté sur la réimplantabilité des embryons sur lesquels on va travailler. Donc sur cette étude, le gène ciblé, c'est le locus HBB, qui est le gène de la bêta-globine, et donc qui code les problèmes de bêta-thalassémie, qui est une maladie génétique qu'on trouve notamment au sud de l'Europe, notamment en Italie. Et donc le but, c'est de réparer ces problèmes-là. Ils ont fait 54 embryons. Et donc sur les 54, il va y en avoir 28. Je vous donne les chiffres, comme ça vous donnera des références pour vos dessertes. Ça fait 54 embryons, 28 qui ont été clivés par Cas9, donc quand même pas mal, plus de la moitié. Et sur les 28, il y en a 4 qui ont fait du HDR, donc qui ont fait de la reconstruction à partir d'un modèle. À partir du modèle artificiel, justement, il y en a 7 autres qui ont reconstruit à partir de l'autre allèle natif, l'autre allèle sauvage. Et c'est là qu'ils ont observé un des problèmes qui était assez anticipé avec CRISPR, qui est le mosaïcisme. Le mosaïcisme, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir non pas un variant, si vous êtes homologue, vous avez le même variant, le même allèle sur les 2 chromosomes, enfin sur les deux versions. Si vous êtes hétérozygote, vous avez 2 variants, vous avez 2 allèles différents, 2 versions différentes du même gène. Si vous êtes mosaïque, vous en avez potentiellement plus. Ce qui n'est pas censé trop, mis à part les mutations à gauche à droite, ce qui n'est pas trop censé être le cas dans des populations de cellules au sein d'un même organisme. Et là, justement, dans cet embryon numéro 16, ils l'ont cloné 50 fois pour pouvoir faire une PCR et pouvoir séquencer comme ils pouvaient. Et donc là, ils ont trouvé en effet 5 variants différents. Donc vous avez en vert la séquence PAM, donc la séquence à partir de laquelle CRISPR-Cas9 va vérifier si le brin d'ARN correspond
est complémentaire avec la séquence ADN. En bleu, donc la séquence cible de base. Et en rouge, vous avez les mutations. Donc ça veut dire que quand même, il y a un risque de mosaïcisme qui est réel. J'en profite avec cette étude pour insister sur le fait que la Chine, et les couples chinois en particulier, ne sont pas beaucoup plus libéraux que les couples occidentaux dans la façon dont ils gèrent leurs embryons. Donc généralement, ces études sont faites sur des embryons qui sont dits surnuméraires. C'est des embryons qui n'ont plus vraiment d'utilité parce qu'ils ont été créés par des couples afin de pouvoir concevoir. Et une fois que la naissance a eu lieu, ils ne font plus l'objet d'un projet parental. Là, un chiffre qui peut être intéressant, c'est qu'en Chine, entre 0 et 3 ans après une conception réussie, après un cycle réussi, donc après une naissance, 83% des couples chinois refusent de mettre à disposition les embryons surnuméraires, soit pour la recherche, soit pour d'autres couples. Là où les couples américains, sur une durée de 0 à 5 ans, les durées ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est les données dont on dispose, sur une durée de 0 à 5 ans, 62% des couples refusent de le faire. Donc il y a beaucoup plus de couples américains qui sont d'accord pour mettre leurs embryons surnuméraires pour la recherche que de couples chinois. En France, l'Agence de biomédecine rappelle qu'en 2015, il y avait 220 000 embryons congelés en France, dont 20 000 étaient à disposition des chercheurs, et seulement 10% étaient projetés pour être utilisés dans une recherche. Alors, la publication de ce premier article va être intéressante parce qu'elle va déclencher une controverse. Avant la publication, Jennifer Doudna, qui est une des co-découvreuses avec Emmanuel Charpentier de la technique, va organiser son propre petit Asylomar. La controverse d'Asylomar de 72, qui avait été organisée par le prix Nobel Paul Berg, avait pour but justement d'évaluer, suite à la bombe, à la technologie nucléaire, les dangers de la science, et notamment des biotechnologies, et notamment de l'ADN recombinant. Là, Jennifer Doudna, derrière des portes fermées et plutôt avec ses amis, va organiser ce petit sommet et elle va faire une publication, elle va publier une tribune en disant que c'est trop tôt pour faire ce type d'expérimentation. Cependant, ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis ou en Europe, on n'aurait pas pu faire la même étude. Il se trouve qu'en France particulièrement, c'était avant le 26 janvier, la loi du 26 janvier 2016 qui recrée un cadre clair pour les études qui prennent des embryons humains. Mais au Royaume-Uni, ils auraient totalement pu la faire. Et d'ailleurs, ils ont publié, l'équipe du Francis Crick Institute de Cathy Nayakan va publier justement une étude sur OCT4 quelques mois ou peut-être un an plus tard. Donc ça aurait été totalement possible de le faire autre part. Et pour cause, la deuxième grande étude sur les embryons sera faite notamment aux États-Unis. Ce sera le fait d'un consortium américain sino-coréen, mais emmené par Shukrat Mitalipov, qui, bien que né en URSS, est devenu une star de la biotechnologie aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur le clonage et qui a décidé de faire du CRISPR-Cas9, non pas sur des embryons, mais directement sur des zygotes. Comment il s'y est pris? Il a injecté dans les ovocytes, en même temps qu'il injecte les spermatozoïdes, il a aussi injecté Cas9 et le modèle de reconstruction. Et c'est là qu'il annonce avoir réussi à promouvoir du HDR, donc la bonne reconstruction, non pas avec l'allèle qui a été apporté, l'allèle artificiel qui a été apporté en même temps par l'injection, mais sur le gène maternel. En effet, le gène qui était ciblé, c'était le locus MYBPC3, qui est transmis par le père. Et donc, l'allèle sauvage transmis par le père est pathogène, mais l'allèle maternel, du coup, n'est pas pathogène. Le problème, c'est que sa démonstration repose sur le séquençage des embryons sur lesquels ça avait réussi. Et donc, quand il séquence ces embryons, il ne trouve plus que le gène maternel. Et c'est comme ça qu'il construit sa démonstration. Il dit, comme je n'ai plus que le gène maternel, ça veut dire que ce qui s'est passé au moment où on a fait l'injection, c'est que Cas9 est allé cliver le gène paternel parce qu'il l'a repéré, et après, le zygote a reconstruit en utilisant l'allèle maternel. Bon. Ça a créé une controverse qui a duré un peu plus d'1 an, parce qu'une autre équipe de chercheurs, emmenée notamment par
généticien George Church d'Harvard, a dit qu'il avait pu se passer autre chose. Il était possible que Cas9 avait tellement coupé, tellement longtemps, une distance tellement grande, qu'il avait juste détruit l'allèle paternel, mais qu'en réalité, du coup, la reconstruction était mal faite, et que donc les embryons n'auraient jamais pu être viables. Ou alors que c'était toujours présent, que ça aurait été toujours présent si les embryons avaient continué à se développer. Bref, que ce n'était absolument pas quelque chose d'utilisable dans la perspective d'une réimplantation et d'une guérison, de la création d'embryons qui seraient sains à partir de gamètes qui seraient malades. Finalement, l'équipe de Mitalipov a répondu l'année suivante, donc à la fin de l'année dernière. Cette étude de Mitalipov date de 2017, et donc ils ont répondu en août 2018 avec des données complémentaires, et manifestement, il y a un semblant de consensus parmi les biologistes pour dire que, en tout cas, c'est plausible que ça se soit vraiment passé. C'est plausible et qu'il faudrait refaire le même type d'étude pour voir dans quelle mesure ça fonctionne vraiment ou pas. Ce qui nous amène à notre grand B. Tous les États ne sont pas égaux face à la nécessité de débattre du vivant, mais pourtant, ils vont être un peu obligés de le faire. Alors là, vous avez Vladimir Poutine. Je ne vais pas vous passer la vidéo parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais il parle justement de l'enjeu, face à un sommet de jeunes à Sochi, il parle de l'enjeu de l'édition du génome sur les êtres humains, et notamment il le compare à la bombe atomique. À la place, je vais vous lire donc cette citation de Carl June, qui pense que CRISPR va déclencher un Sputnik 2.0, un duel biomédical sur le progrès entre la Chine et les États-Unis. Et là, je ne vous remontre pas ce que je vous ai montré juste avant, mais en effet, il y a collaboration, il y a aussi duel. Pour autant, ces progrès, notamment chinois, ne se font pas deus ex machina. La Chine investit massivement dans les biotechnologies depuis plus de 20 ans. Déjà, le 9e plan quinquennal, donc de 1996 à 2001, mentionne l'importance des biotechnologies. Le plan actuel, qui est le 13e plan quinquennal, mentionne spécifiquement une section pour les biotechnologies et liste parmi les secteurs clés les technologies d'édition du génome, Jiyin, Pianti, Tishu. Et il les cite comme un moyen, et là je cite, traduction évidemment, un moyen de placer la Chine à la frontière de l'innovation en biotechnologie et de devenir tête de file dans la compétition internationale dans ce secteur. Il y a un autre facteur qui vient s'ajouter à cette complexité, qui est le facteur de la recherche militaire. Cette recherche militaire, elle se développe notamment pour les traitements ex vivo. Et il y a un article de journalisme d'investigation qui a été fait par le Wall Street Journal, qui a été publié en janvier 2018, qui explique que dans l'hôpital numéro 105 de l'armée populaire de libération, dans le Hefei, il y a un programme d'essais cliniques qui avait déjà traité 86 patients pour des cancers en phase terminale à base de lymphocytes T qui ont été prélevés et qui ont été à base d'immunothérapie. Dans le monde occidental, les plus avancés, c'est les Britanniques. C'est les Britanniques pour plusieurs raisons. D'une part, vous pouvez lire l'excellent rapport du Neufeld Council on Bioethics qui a été publié en juillet ou en août 2018 et qui se penche spécifiquement sur la question de l'acceptabilité de l'intervention sur le génome germinal, donc dans le but de créer des enfants qui ont été génétiquement modifiés, et qui répond, avec certaines conditions évidemment, par la positive. Mais il se trouve que le Royaume-Uni a beaucoup d'avance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont traité la question de l'ADN, du transfert d'ADN mitochondrial. Le transfert d'ADN mitochondrial, c'est encore autre chose que les thérapies géniques. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pourra en parler dans les questions éventuellement, parce que sinon j'ai peur de ne pas avoir le temps. Ce qui nous amène évidemment à notre champion du jour. Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. The girls are home now with their mom Grace and dad Mark. Grace started her pregnancy by regular IVF, with one difference.
Le 25 novembre 2018, et vous en avez probablement entendu parler, a été révélée au grand jour la naissance de Lulu et Nana. Les parents des deux jumelles ont accepté de participer à cet essai clinique organisé dans des conditions un peu rock'n'roll, manifestement, par le chercheur chinois He Jiankui. Pourquoi ? Parce que le père est lui-même atteint de VIH, que les deux parents étaient très probablement au courant qu'il y avait plein de façons de concevoir sans que les enfants soient atteints de VIH, sans utiliser l'édition du génome, mais que ce que le père, lui, voulait, c'est que ses filles n'aient jamais à connaître le stigma social, qui est très important en Chine, notamment à Pékin, d'être atteint du VIH, d'être séropositif. Et donc il aurait manifestement, lui, perdu son emploi à cause de ces discriminations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi He Jiankui a fait ce qu'il a fait ? Le concept vient de la première guérison du patient zéro qui est passé du statut de séropositif à séronégatif. Comment ça s'est passé ? C'est le patient de Berlin. Il se trouve qu'il y avait un patient qui avait à la fois le VIH1 et une leucémie. Pour le guérir de sa leucémie, il a subi une transplantation de moelle osseuse, donc un changement de ses cellules hématopoïétiques, d'un donneur qui avait une mutation particulière sur le gène, enfin un variant particulier du gène CCR5, qui s'appelle le variant CCR5 delta 32. Et il se trouve que quand vous avez ce variant, vos lymphocytes, donc vos cellules immunitaires, n'ont qu'un seul récepteur sur les deux. Normalement, il y a deux corécepteurs, il y a R5 et X4, et donc si vous n'exprimez pas le gène CCR5, vous n'avez pas de récepteur R5, et le VIH1, donc le VIH qui n'entre que par le corécepteur R5, ne peut plus rentrer dans vos cellules, et donc il ne peut plus vous contaminer, et c'est comme ça que vous passez du statut de séropositif à séronégatif. Il y a eu l'annonce à Londres il y a quelques semaines, ou oui, il n'y a même pas un mois, qu'il y a un second patient qui avait pu être sauvé comme ça. Évidemment, ce n'est pas une solution thérapeutique pour les gens qui sont séropositifs, parce que c'est des opérations qui sont extrêmement lourdes, et vous risquez beaucoup plus d'y laisser votre peau que si vous suivez une trithérapie, entre guillemets, classique. Et donc l'idée, je prendrai votre question après à la fin si ça ne vous gêne pas. Et donc l'idée de He Jiankui, c'est de refaire ça, mais natif, c'est-à-dire d'injecter CRISPR au moment de la conception, donc toujours, comme pour un diagnostic préimplantatoire ou comme pour une fécondation in vitro, prélever des gamètes, les féconder, balancer CRISPR et espérer que la recombinaison se fasse de façon à ce que le gène CCR5 soit inactivé, que ce soit un knockout de CCR5. Et selon les biologistes qui étaient là-bas, qui étaient à Hong Kong au moment de l'annonce, donc à l'occasion de ce sommet, et notamment, apparemment, George Church a pu voir les données, et probablement Jennifer Doudna aussi, il semble, ça j'en suis pas certain, il semble que Lulu soit homozygote sur le knockout, et donc qu'elle soit en effet sans CCR5, et donc produisant des lymphocytes qui sont invulnérables au VIH1, et que Nana, elle, soit mosaïque. Et donc, elle a plusieurs variants de CCR5 en elle-même, mais que donc, il y a probablement certains de ces lymphocytes qui sont invulnérables et d'autres qui le sont, qui sont vulnérables. Bon. À cela s'est ajoutée une autre controverse, qui est l'impact neurologique de CCR5. Il se trouve qu'une étude a été publiée récemment, c'est quelque chose qui est connu depuis 2015, mais il y a une nouvelle étude qui a remis ça sur le tapis, qui est qu'on constate que d'une part, les souris qui n'ont pas CCR5, enfin l'équivalent de CCR5, gagnent en mémoire, mais surtout chez les êtres humains, parce qu'en termes de fonction cognitive, la souris et l'humain, c'est pas complètement la même chose, se remettent d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral, beaucoup plus rapidement. Et donc ont de nouveau accès aux fonctions du langage et de la mémoire beaucoup plus rapidement. Et donc, d'où la supposition qui a été faite par le journaliste américain du MIT Tech Review, qui s'appelle Antonio Regalado, et qui est toujours en pointe sur ces sujets, de dire qu'il est possible du coup, pas impossible, que les jumelles aient des capacités cognitives, en termes de mémoire et de maîtrise du langage, qui soient supérieures à la moyenne. Là encore, c'est quasiment impossible à mesurer, parce qu'on n'a pas vraiment de référentiel, que de toutes les façons, tout le monde va veiller sur elles, parce qu'elles sont uniques en leur genre,
et que donc, voilà, on ne saura probablement jamais, enfin, en l'état actuel de la science, c'est un peu impossible à prouver, et il est possible aussi que même s'il y a un effet, il soit tellement mince qu'il ne soit pas détectable. Cependant, évidemment, comme vous en doutez, cette affaire a remis sur le tapis une controverse, et une controverse d'autant plus importante que ce type d'intervention n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est interdit en Europe, en France, notamment parce qu'on est parti à la Convention d'Oviedo, mais la plupart des pays européens, même s'ils n'ont pas ratifié, en suivent les principes. Donc l'article 13 et l'article 18 interdisent formellement la réimplantation d'embryons génétiquement modifiés dans un but reproductif. Aux États-Unis, c'est interdit aussi, et ça a été, il y a une nouvelle barrière qui a été mise en 2015, notamment juste après, quelques jours après le premier sommet sur l'édition du génome humain. Il y a eu une barrière qui a été mise par un cavalier législatif, un rider en anglais, donc ça, je vous renvoie à vos cours de finances publiques sur les cavaliers budgétaires, qui interdit à la FDA, donc la Food and Drugs Administration, qui régule les essais cliniques, de connaître d'un essai clinique qui inclurait la réimplantation d'embryons génétiquement modifiés. Et en Chine, il y a ce fameux texte, ces fameuses guidelines, ces règles, la traduction est un peu instable, qui datent de 2003, qui sont inspirées de ces mêmes standards, et qui datent aussi, comme nos règles, de l'ère où on faisait du séquençage et du clonage. Donc, ils ne sont pas forcément, qui ne visaient pas les nucléases, mais qui s'appliquent, et qui disent, donc il y a l'article 3.9 qui interdit formellement la réimplantation d'embryons génétiquement modifiés, donc il y a une règle qui dit clairement qu'on n'a pas le droit de le faire, mais le problème c'est l'article 11. Et l'article 11 dit que toutes les règles doivent être interprétées par l'administration, donc pas par la justice. Donc le niveau de sanctions, le régime de sanctions n'est pas clair. Dans la place de ces règles, dans la hiérarchie des normes, n'est pas claire. Est-ce que c'est une sanction administrative? Est-ce que c'est une sanction pénale? Quelle est la sanction? Et c'est un peu ce qu'on est en train de découvrir. Là, vous avez l'article qui est paru, qui rend compte du communiqué de presse, du résultat de l'enquête qui a été faite par l'équipe mandatée par la province du Guangdong sur justement cette affaire, qui nous apprend plusieurs choses. Déjà, qui apprend qu'il y a 2 grossesses, qui valide le fait que ça ait bien eu lieu et que manifestement ça ait quand même un peu marché, qui annonce le fait qu'il y a une autre grossesse en cours, et ça, vous voyez, ça date du 21 janvier, donc on ne sait toujours pas si elles sont nées ou pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas si l'autre grossesse a été portée à terme ou pas, et que le dossier avait été constitué et transmis à la justice. Donc finalement, c'est plus l'administration, c'est la justice. Mais quelle justice? Est-ce que c'est la justice fédérale? Est-ce que ça va être au niveau local? Bref, il y a on est encore complètement dans le flou. Ce qui a poussé d'ailleurs le pouvoir chinois à annoncer la création d'un comité d'éthique ad hoc pour ces questions-là. Et donc, il vient d'être constitué et on attend de voir comment il va s'exprimer. Donc pour conclure, ah oui, j'espère que là, Jennifer Doudna, elle va charger quand même. Oui, allez. La technologie de gouvernement dont on parlait dans la problématique, qui est nécessaire pour l'âge des nucléases, n'existe pas. Elle n'existe pas et nous ne disposons pas aujourd'hui des outils nécessaires pour la construire. On ne peut pas la construire parce que le système actuel, qui est hérité de l'âge, du moment où on pensait que le clonage humain était une option et qu'on avait séquencé l'ADN humain et on pensait que ça allait ouvrir plein de portes alors qu'en fait ça a ajouté à la confusion générale, est un système d'interdit. Pour autant, les scientifiques vont essayer de proposer aux politiques des dispositifs. Il y a 2 semaines, il y a un article qui est paru, une proposition, un appel à un moratoire. Ce moratoire avait 3 mesures, aurait 3 mesures, je doute qu'il ne soit jamais appliqué. Premièrement, l'interdiction pendant 5 ans de tous les essais cliniques, incluant une réimplantation d'embryons génétiquement modifiés. Deuxièmement, une période de 2 ans pendant laquelle tous les États qui songeraient à le faire doivent le déclarer comme tel ouvertement et organiser un débat. Et troisième mesure, si le débat est correctement mené et qu'à la fin on arrive à un consensus sociétal sur la question, à ce moment-là, il pourrait continuer. Bon. Les auteurs résument ainsi, je vous cite leur appel, le principe commun serait que toutes les nations acceptant donc le moratoire procéderaient de façon délibérée dans le respect des opinions de l'humanité. Donc, quand vous en êtes à invoquer le respect des opinions de l'humanité, quand même,
un petit problème d'opérationnalité dans le jeu. D'autres recommandations ont été formulées, un tout petit peu plus opérationnelles, en début de semaine dernière, par le comité ad hoc de l'OMS sur la question. Il s'agirait de créer un registre central qui serait alimenté notamment par les agences qui gèrent les essais cliniques et par les journaux scientifiques qui reçoivent donc les études. Là encore, c'est sur la base du volontariat, et faire confiance à l'industrie des journaux scientifiques pour gérer ce genre d'enjeux, c'est très très optimiste. Troisième proposition, c'est celle de George Church. C'est une proposition qui est intéressante parce qu'il prend l'image du permis de conduire. Il dit, il y a un permis de conduire, il y a une base de données, on enregistre tous les gens qui ont passé, qui ont validé le test, et c'est comme ça qu'on vous fait confiance pour ne pas prendre votre voiture et écraser les gens. Et donc on pourrait avoir le même système pour le génie génétique. Si vous êtes biologiste, si vous avez validé le test, pour pouvoir avoir accès aux machines et aux réactifs et à tout le capital dont vous avez besoin pour faire vos expériences, il vous faut ce permis. Le problème, évidemment, c'est que ça donne aux politiques, ça donne à l'administration, ça donne au gouvernement le droit de donner ou de reprendre le permis. Or, tout le mouvement des 30 dernières années, ça a été de faire l'inverse. Ça a été de créer des agences ou des autorités administratives indépendantes, en droit français, qui vont être expertes, qui vont être sectorielles et qui vont promouvoir un cadre normatif stable, qui vont être un interlocuteur pour dialoguer. Donc là, ce n'est pas complètement... ou alors ce seraient ces agences qui le prendraient en charge, mais du coup, elles auraient un pouvoir qui est complètement différent de ce qu'elles ont actuellement, et ça dénaturerait leur capacité d'action. Donc, on se trouve dans une situation où le pouvoir souverain, dont on parle depuis le début de cette démonstration, est face à une aporie. Il est face à une aporie parce que le personnel politique rechigne à faire face à ces enjeux de politique du vivant, parce qu'il estime qu'il n'a que des plumes à y perdre, il n'a pas forcément tort d'ailleurs, que l'information qui est en jeu ne se laisse pas qualifier ou quantifier facilement. Il y a un excellent rapport parlementaire qui a été publié en 2017 sur CRISPR, et qui aujourd'hui, moins de 2 ans plus tard, est complètement obsolète, tant sur les OGM que sur le biomédical, que sur tous les domaines d'application des nucléases. C'était génial comme rapport, c'est un excellent travail. Aujourd'hui, c'est passé tellement de choses en 18 mois que les questions qui se posent ne sont plus du tout les mêmes. Et que les cadres normatifs sont par essence difficiles à construire. Si jamais vous interdisez une pratique médicale, tout ce que vous faites, c'est que vous poussez vos citoyens à aller la chercher dans les pays qui autorisent à le faire. Les transgressions sont impossibles à prévenir. Typiquement, ce qui s'est passé d'une part avec le transfert d'ADN mitochondrial, d'autre part avec CRISPR et donc He Jiankui qu'on a vu tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est une transgression. Et elle est passée à travers... Personnellement, je ne crois pas du tout aux théories du complot, comme quoi l'État chinois aurait fait un petit clin d'œil, il aurait dit « Allez, vas-y, fais ce que tu veux ». Non, manifestement, pour l'instant, le faisceau d'indices dont on dispose, là encore, qui sera peut-être invalidé par plus de données dans le futur, c'est plutôt qu'il a réussi à naviguer à travers des agences à la fois publiques et privées, notamment un consortium d'hôpitaux qui était à la base à capitaux publics et qui est devenu privé, pour avoir les autorisations éthiques qui ont permis de valider, d'avoir des financements, etc. Donc il n'a pas été complètement honnête. Et donc si les nucléases mettent le pouvoir dans une telle position de vulnérabilité, c'est parce que ce n'est pas un produit. Et ce n'est pas un service non plus. Les nucléases, c'est justement une source de pouvoir en soi-même. Parce que ça atteint la vie. Ça atteint la zoé. Et ça atteint tous les vivants. Ce n'est pas la vie comme concept philosophique, théologique, tout ce que vous voulez. C'est l'ensemble des êtres vivants qui se reposent sur l'ADN ou l'ARN pour exister. Et donc, il sera bientôt attendu des États, non plus simplement de laisser vivre ou de faire mourir, mais de faire vivre des êtres vivants au-delà du processus chaotique de l'évolution. Et donc, pour conclure, je vous mets 2 minutes, Jennifer Doudna, qui parle justement de... So I just want to close by circling back to this question of ethics. And, you can maybe appreciate that, I'm a biochemist, and, I sort of
I've always been interested in the fundamental questions in biology. I never really imagined that my work would have much of a, I hoped it would have some kind of a little impact in the world, but, I never imagined that it would be something that people would someday be, really talking about in the media, and people would be speculating about, governmental use of something like this. And so when this technology began to really take off in 2013 and 2014, I realized that, we needed to really think hard about how it's going to be deployed in the future. And in particular, there's this question of using it in what's called the germline. So we can imagine gene editing in sort of two kinds of cells. If we do gene editing in cells that are fully developed and differentiated, then they affect that one organism or person, but they don't affect their progeny, they don't affect their children. But what if we did gene editing in what are called germ cells? So that would be eggs or sperm or embryos. Well, then those DNA changes become part of the entire organism, and they can be passed on to future generations. And so we now have a technology that allows us, in principle, to control our own evolution, or the evolution of anything else. Et le gong a sonné. Merci beaucoup.